Qu'est-ce que le Big Data? Concrètement, et c'est très important pour ce qui va suivre, c'est le nom qu'on donne aux milliards de données numériques qui sont créées chaque jour dans le monde et que des entreprises ont décidé de quantifier, de trier et d'analyser. Voilà, en gros, parce qu'évidemment, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Moi, je vous simplifie vraiment pour les novices, mais on va en parler justement un petit peu plus en détail avec notre invité du jour, Jean-Christophe Bouramouet. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes fondateur et dirigeant de Tale of Data. Et pour commencer, je vous propose de décrypter et de décrire ce que vous faites précisément. Alors ce qu'on fait précisément, on va s'attaquer à une partie du Big Data. Le Big Data, c'est très très large, hein. On en parle beaucoup, on parle beaucoup de data lake, on parle beaucoup de data scientists, et on s'aperçoit que ces projets déçoivent si on ne prépare pas les données. Parce que les données viennent de différentes sources, hein. C'est pas uniquement la volumétrie, le Big Data, c'est aussi la variété des données. Ces photos, ça peut être des photos, des vidéos, beaucoup de données messages structurées, ça peut être des messages, effectivement, beaucoup de données, des tweets, ça peut être des données qui viennent de bases de données, et tout ça, pour pouvoir l'exploiter, il faut l'uniformiser, parce que les données sont tellement disparates qu'il y a des gros problèmes d'exploitation. Et nous, on va s'attaquer à ce problème particulier, ce que les Anglais appellent le garbage in, garbage out. Si vous avez des données en entrée qui ne sont pas terribles, vous aurez des résultats d'analyse qui ne seront pas terribles. Alors concrètement, quels sont les clients avec lesquels vous travaillez et puis qu'est-ce que vous faites pour eux? Alors on travaille avec des clients plutôt gros. Dans la banque, on a travaillé avec BPI France, on travaille avec Société Générale, on travaille un peu avec BNP. La SNCF aussi, me semble. Alors oui, la SNCF pour d'autres secteurs, le ministère de l'Intérieur. Alors ce qu'on fait pour eux, on les voit là à l'écran, ce qu'on fait pour eux, différentes choses. La première chose que l'on fait, c'est la découverte des données. Ça, par exemple, ça sert pour GDPR, la cartographie des données personnelles. On n'a pas du tout de compétences juridiques côté GDPR, mais les trois grandes questions que les sociétés se posent, c'est où sont mes données personnelles au sein de ma société, qui les gère et quel type de données personnelles j'ai. Est-ce que ce sont des noms, est-ce que ce sont des numéros de sécurité sociale? Et nous, on a des robots qui vont chercher tout ça et qui vous disent exactement ce que vous avez où. Et sinon, on travaille surtout sur la data préparation et donc beaucoup sur la fraude, puisque en général, les fraudeurs exploitent les failles dans les données, exploitent la non-qualité des données. Par exemple, on a trouvé des gens qui avaient plusieurs dossiers en changeant une ou deux lettres de leur nom dans certaines organisations. Donc vous voyez, dans la data préparation, on est déjà dans la détection de fraude. Ouais, on va y revenir effectivement sur la fraude et la sécurité parce que c'est un gros enjeu, mais pour qu'on comprenne bien en quoi aujourd'hui c'est important pour une société, n'importe laquelle, d'ailleurs même la plus petite, de bien appréhender ces données. Alors, il y a plusieurs aspects. Il y a déjà un aspect réglementaire depuis GDPR, mais ça, ce n'est qu'un seul aspect, donc de pouvoir effacer les données personnelles à la demande des clients. Mais il y a aussi un autre aspect, c'est la donnée, on cherche toujours, quand on veut l'exploiter, à optimiser quelque chose, maximiser du positif, par exemple mieux connaître ses clients, ou minimiser du négatif, minimiser la fraude. Donc si on veut des résultats, la donnée, on dit toujours que c'est le pétrole du 21e siècle, mais le pétrole, ça s'extrait, ça se raffine, c'est jamais gratuit, ça se travaille. On ne va pas directement du gisement au réservoir du véhicule. Eh bien, en Big Data, c'est la même chose. Il faut toutes ces étapes de préparation pour en tirer la substantifique moelle, je dirais. Alors, on en parle beaucoup aussi de cette fameuse loi RGPD qui a été donc promulguée en 2016. Qu'est-ce qu'elle a changé pour vous et puis pour les entreprises en règle générale? Alors, ce qu'elle a changé, je dirais qu'elle va changer surtout pour l'utilisateur final, qui sera rassuré que ces données, voilà, un peu mieux protégées, et puis il en a un peu marre peut-être de recevoir 2 ans après avoir acheté un pantalon, toujours des publicités, en veux-tu, en voilà. Donc c'est surtout pour lui que ça a changé. Pour les sociétés, ça a changé. C'est un peu de stress dans la mesure où ils manipulent énormément de données personnelles. Vous savez, les grands groupes du CAC 40 ont provisionné des sommes assez conséquentes, en 30 millions d'euros en moyenne, pour se mettre en conformité sur 1 ou 2 ans. Donc ça a changé un mode d'organisation, ça a changé aussi des mentalités. Je pense que ça a amené un peu plus d'éthique. Et derrière, il faut cartographier, il faut effacer. Si vous demandez à une société d'effacer toutes vos données parce que vous ne voulez plus être référencé, c'est du travail, parce que vous êtes sûrement présent dans un CRM, dans des fichiers Excel, dans différentes bases de données publicitaires, et il n'est pas trivial de vous trouver partout et de vous effacer partout. Ouais, d'ailleurs c'est assez inquiétant pour nous qui sommes des consommateurs de savoir que peut-être notre nom, nos données sont un petit peu partout comme ça. Et d'ailleurs Google a encore des problèmes avec la gestion des données, Facebook a encore des problèmes avec cette gestion de données. Alors Google a eu des problèmes avec la gestion de données au lendemain de la mise en application de la loi le 25 mai. Il a été poursuivi, je crois, 2 jours après par la Quadrature du Net pour justement l'utilisation qu'il fait des données personnelles, parce que vous savez que ça concerne les citoyens de l'Union européenne et pas les Américains, sauf qu'il y a des Européens partout, et donc ça les concerne même quand ils vivent aux USA. Donc il y a vraiment un véritable objectif, et Google va se faire retoquer, surtout que là les amendes sont salées pour des grosses sociétés, c'est jusqu'à 4% du chiffre d'affaires. Ouais.
Alors vous travaillez avec notamment un module de cartographie des données sensibles. Vous pouvez nous expliquer ce que c'est? Alors les données sensibles, on en parlait dans le RGPD, ce sont des données à caractère personnel, mais pas que. Par exemple, on travaille dans la cybersécurité. Aujourd'hui, les sociétés ont accumulé des dizaines d'applicatifs de bases de données et personne ne se souvient ce qu'il y a dans certaines tables. Donc le plus important, c'est de trouver pour mieux protéger. Vous savez, les spécialistes de cybersécurité passent leur temps à protéger les systèmes de requêtes un peu mal intentionnés qui iraient chercher les données personnelles. Mais pour les protéger, il faut savoir où elles sont de manière exhaustive. Donc nous, on va leur dire où elles sont et ça va les aider justement à surveiller les requêtes qui iraient taper dans ces données alors qu'elles ne sont pas censées le faire. Ouais, et outre le côté technique de votre solution, vous avez un vrai service d'accompagnement en fait, oui, de formation des gens qui ne sont pas aussi spécialistes. Tout à fait, donc ça c'est notre corps de métier, comme je le disais au début, c'est la data préparation. Alors on a essayé de la démocratiser. Ce qui nous intéresse, c'est que des gens qui ne soient pas informaticiens, c'est enfin de travailler pour les non-informaticiens. C'est des gens qui ont été exclus un peu. En plus, maintenant qu'on leur dit big data, ils vont se dire oh, ça va être très complexe, on va pas. Alors que ces personnes-là connaissent le métier à fond. C'est eux qui sont le mieux placés, ces utilisateurs métiers, ces référents fraude, ces analystes métiers, pour apprendre la donnée. Donc nous, on leur donne un outil à leur portée, on les forme et on les accompagne afin qu'ils soient autonomes. Et autonome, c'est un mot-clé important. Être autonome sur la donnée, c'est la garantie de pouvoir trouver beaucoup de choses. Alors on revient sur ce dont on parlait tout à l'heure, la lutte contre la fraude et puis sur la sécurité en règle générale. Je suppose que c'est un enjeu majeur pour vous. Alors la lutte contre la fraude, d'abord c'est un enjeu majeur et puis c'est quelque chose d'assez ludique, d'assez amusant. C'est une sorte de jeu de chat et à la souris parce que les fraudeurs s'adaptent, ils essayent différentes tactiques. Par exemple, on a pu compter le nombre de dossiers, je ne donnerai pas le type de dossier à l'image, mais le dossier, on va dire, public qui avait été déposé à des adresses. Mais nous, comme on redresse les adresses, on compte et on s'aperçoit qu'il y a certaines adresses en France qui servent à demander des dossiers administratifs dans une quantité astronomique. D'accord. Voilà. Et ce qu'on ne voyait pas jusqu'ici. Maintenant qu'on est capable de réconcilier ces adresses avec, par exemple, la base adresse nationale qui compte 30 millions d'adresses bien formées, on a des algorithmes de réconciliation. Après, il suffit de compter. On se demande pourquoi. Dans la rue d'à côté, il y a quelqu'un qui a demandé 150 visas, par exemple. Ouais, d'accord. Donc vous arrivez à traquer comme ça des choses un peu bizarres. Et donc, vous êtes un peu justicier du net? Justicier, n'allons pas jusque-là. On va pointer, on a peut-être une loupe, on va regarder avec les algorithmes. Après, il ne nous appartient pas de rendre la justice, mais juste de pointer l'information qui peut être intéressante. Du coup, comment vous travaillez en interne? Vous avez des cyber-hackers, mais de bons hackers, du coup? Non, pas du tout. Alors, je dirais pas hacker. En fait, on a la possibilité de se connecter à plein de systèmes, mais on le fait dans les règles de l'art. C'est-à-dire, si nos clients ne nous donnent pas les mots de passe, on rentrera pas. On rentre là où ils nous autorisent à rentrer, souvent depuis l'intérieur de leur système d'information, c'est-à-dire qu'on va installer nos serveurs chez eux. En tout cas, on ne le fait pas toujours. Parfois, on est en SaaS, mais des organismes comme les banques, vous êtes obligés d'aller chez eux et on demande un accès aux données. Donc, on est très, très dépendant des accès qu'on nous donne. On ne les contourne pas. Ouais. D'ailleurs, en préparant un petit peu cette émission, j'ai trouvé un mot que je ne connaissais pas, c'est hacker éthique. Est-ce que ça vous parle, ce concept de hacker éthique? Hacker éthique, effectivement, il y a beaucoup de mouvements qui consistent déjà à hacker pour pointer des failles de sécurité, non pas pour les violer, mais pour dire, regardez là, je suis rentré facilement, si moi je suis rentré, d'autres rentreront. Mais nous, on ne va pas tellement travailler là-dessus, on va vraiment travailler sur la compréhension des failles dans les données. Plutôt la compréhension des failles, parce que c'est en réglant ces failles qu'on peut vraiment extraire de la valeur et minimiser ces risques. Alors pour conclure cet entretien, vous recrutez en 2019, alors c'est le moment, la caméra est à vous si vous avez des quelle caméra? C'est celle-là par exemple? C'est celle-là, exactement. Alors je conseille à tous les ingénieurs Java qui ont envie d'un projet intéressant, on est sur Java, sur Spring, ça parlera, sur Spark, on utilise Hadoop et on fait beaucoup d'intelligence artificielle et je pense que ça peut vous plaire ce qu'on fait chez Tale of Data, donc n'hésitez pas à me contacter. On vous attend, on vous espère. Parfait. Et peut-être une actualité en 2019 à venir, quelque chose d'important à nous signaler? Alors en 2019, on va essayer de travailler sur la fraude électorale. J'en dis pas plus, mais c'est un sujet intéressant. Voilà. Il y a les élections européennes qui arrivent. Exactement. Donc il y a des sujets, il y a beaucoup de contributeurs aux élections et donc il y a de l'argent qui circule et parfois on se demande d'où vient cet argent. Donc ça peut être des sujets extrêmement passionnants. Oui, et puis surtout aussi pour l'international, ça c'est une solution qui peut être appliquée partout. La fraude aux élections, c'est un sport dans beaucoup de pays. Et là, j'envoie un message aux investisseurs pour l'international. Aidez-nous à passer à l'international. Merci beaucoup, Jean-Christophe Bouramod, d'être venu nous en parler ce matin. Je rappelle que vous êtes fondateur et dirigeant de Tale of Data.